Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport 2, votre émission hebdomadaire qui vous parle de toutes les disciplines sportives. Et pour démarrer ce nouveau numéro, on attaque avec le sommaire. Le racisme dans le football avec l'épisode Moïse Kean et les propos ahurissants de son coéquipier Leonardo Bonucci. On parlera également de la CAN 2019 en Égypte à J-3 du tirage au sort de la 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera également de Hapkido, une discipline qui est maintenant en vogue. On vous présentera et on termine avec du triathlon avec la première journée du championnat national qui s'est déroulée à Louga. On l'a donc vu dans le sommaire, beaucoup de disciplines dont on va parler avec nos deux invités, Cheikh Oumar Aïdara, notre consultant maison. Cheikh Oumar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Sport 2. Merci. Et également notre confrère du groupe Futur Média IGFM, Salif Gueye. Salif, bonsoir. Bonsoir, Tamara. Code 9. Ça va, on est là. À la forme. Ouais, on peut ça pourrait aller. Tranquille. Donc, vous l'avez vu dans le sommaire, on va beaucoup parler de football, mais également de Hapkido, mais également de triathlon. On démarre tout de suite avec du football, avec le tirage au sort qui va se tenir ce vendredi au Caire. On a les pots des différentes équipes. Et on va voir quel est le meilleur et le pire tirage pour le Sénégal lors de cette CAN en Égypte. On a vu avec Fadiga le tirage au sort de la CAN au Gabon qui avait plutôt la main lourde avec un tirage où on était dans la poule avec le Zimbabwe, la Tunisie, mais également l'Algérie qui était une des favorites à l'époque. Si je vous demandais à vous... comment voyez-vous surtout la composition des différents pots? Bon, je pense que c'est une composition assez homogène quand même, d'autant plus que toutes les équipes se valent maintenant. Donc du coup, on ne peut pas faire une analyse déséquilibrée à partir du moment où on a vu de petites nations quand même qui ont eu à venir pour la première fois à la CAN. Cela peut s'expliquer déjà par le fait qu'on a 24 équipes cette édition. On a élargi. C'est qu'il y a des équipes qui en ont profité. Mais dans le contenu des matchs qu'on a eu à suivre dans le cadre des éliminatoires, on se rend compte effectivement que toutes les équipes se valent actuellement. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un tirage sans pour autant qu'il y ait des pots. Et en plus, pour conforter ce que tu dis, c'est le fait qu'il y a de grandes nations quand même qui ont été laissées à carreau malgré le passage à 24. Tout à fait. Donc il y a des équipes comme le Burkina Faso qui n'est pas arrivé, le Gabon, etc. C'est des équipes qui étaient au rendez-vous tout le temps. Maintenant, au regard de l'arrivée des petites équipes dont je parlais tout à l'heure, il faut donc faire une analyse assez équilibrée et dire véritablement qu'il n'y a pas de petites équipes. Maintenant, dans les pots, on peut voir des équipes comme le Bénin, Namibie, etc. Et on peut les sous-estimer. C'est dans le papier. Maintenant, dans la réalité des faits, on peut s'attendre à autre chose. De toutes les façons, bon, le Sénégal, heureusement que nous n'allons pas peut-être tomber sur des équipes assez lourdes quand même, quoi qu'on puisse dire, que ce soit l'Égypte, que ce soit, je pense, c'est l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est de grandes équipes. On les a évitées dans le cadre des tirages, des phases de poule. On va les éviter. Et je pense que le Cameroun aussi fait partie de notre pot. C'est une nation qu'on va en même temps éviter. Et peut-être éviter de tomber aussi sur d'autres qui sont dans les autres pots. C'est l'exemple du Maroc, par exemple. Bon, de toute façon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Mais il faut respecter tout le monde en attendant de voir ce qui va se passer. Salif, si on regarde, on évitera donc, comme Cheikh Oumar l'a dit, l'Égypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais si on regarde le pot 2, il y a pas mal d'ogres qui sont le Maroc, le Nigeria, la RDC, l'Algérie, le Mali et la Guinée. Dans ce pot 2-là, il y a 4 des 6 équipes ont déjà été championnes d'Afrique. Ça voudrait dire que la première place se jouera entre le Sénégal et l'une de ces 6 équipes-là, qui sont inévitables pour la composition des poules. Effectivement, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Aïdara, il faudra d'abord s'attendre à un tirage difficile pour toutes les équipes, parce qu'il n'y a pas de petites nations. Cela s'est vérifié durant les éliminatoires. Beaucoup d'équipes ont surpris, tout en éliminant d'autres nations qui étaient attendues. Donc je pense que le pot 2, forcément le Sénégal, il faut que le Sénégal s'attende à affronter une grande nation, surtout que nous aspirons à remporter cette compétition. Donc
s'attendre à un tirage difficile pour le Sénégal. En même temps, s'attendre à une compétition difficile. Parce que même si on arrive à passer ce cap de la phase de poule, il faudra donc s'attendre à affronter un adversaire beaucoup plus coriace pour aspirer à aller le plus loin possible dans cette compétition. Tout à fait. Et il faudrait qu'on parle un petit peu du format de cette année. Parce qu'à 24 équipes, 4 par poule, les meilleurs troisièmes, 4 des 6 meilleurs troisièmes vont également se qualifier en 8e de finale. Et ça ouvre beaucoup plus de perspectives à, disons, éviter une débandade quand même de voir le Sénégal rester à carauder les phases de poule. Oui, bon, de toute façon, on aura 6 poules de 4 déjà. Et dans chaque poule, il y aura 2 qui vont passer d'office. Et les 3 premiers vont... Bon, les 3 premiers des 4 autres poules vont les rejoindre. Exact. Du coup, je pense qu'il y a une grande chance. Il y a une grande chance. Mais bon, le calcul qu'on pourra faire pour le Sénégal ne doit même pas être tourné vers cette perspective des meilleurs troisièmes. Nous devons, en tout cas, quel que soit l'adversaire, au regard de l'effectif qu'on a, donc s'imposer dès le début, parce qu'on est sorti premier dans notre groupe dans le cadre des éliminatoires. Du coup, on a un caractère assez très déterminant, d'autant plus que nous venons aussi de la Coupe du Monde. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe qui doit se faire respecter dès le début de la compétition. Et là, c'est une compétition qui ne sera pas du tout facile. Il y aura énormément de matchs, 52 matchs au total. Donc ce n'est pas évident. Ce qu'il va falloir pour l'équipe nationale, je pense, c'est le fait au moins d'avoir un groupe très équilibré. Bon, d'ailleurs, tous les postes sont bien occupés. On a presque 2 joueurs dans chaque poste. Mais on est en compétition. Et le Sénégal, souvent, on rate souvent nos compétitions parce qu'on n'a pas le caractère qu'il faut du début à la fin. Maintenant, il y a des grandes nations qui sont vraiment prêtes, quelle que soit la situation. C'est l'exemple du Cameroun, du Nigeria, du Maroc, de l'Égypte qui est pays hôte et qui ne laissera pas le trophée partir comme ça. Mais de toutes les façons, on a tous les ingrédients, tous les éléments, tout le dispositif est sur place. Donc il faudra qu'on se prépare de façon conséquente afin de pouvoir faire une très belle compétition. Salif, à propos de peut-être la possibilité d'avoir une poule qui aura l'air d'un championnat d'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, le Mali ou la Guinée qui sont dans le pot 2, la Guinée-Bissau qui est dans le pot 3 et avoir le Bénin ou la Mauritanie dans le pot 4. Donc un mini championnat d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que quand même c'est à éviter parce qu'on sait que sur les derniers matchs, toutes catégories confondues, on a eu beaucoup de mal avec nos voisins. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à éviter. Je le dis pourquoi. Je le dis parce que d'abord ce sera un derby. Il faut s'attendre à un derby. Si jamais on affronte ces équipes-là, ce sera d'abord un derby. Les équipes qui nous fatiguent souvent, même si récemment on a battu par exemple le Mali en amical. C'est vrai, en amical, même si c'était assez laborieux. Voilà, c'était assez laborieux. En même temps, à la CAN, ce sera différent. On pourrait voir un Mali beaucoup plus coriace, beaucoup plus joueuse. En même temps, même la Mauritanie qui est à côté de chez nous, je pense que c'est une équipe qu'on ne doit pas négliger. C'est surtout le fait qu'ils soient souvent motivés à affronter l'équipe du Sénégal qu'ils considèrent un petit peu comme le grand frère. Voilà. Récemment, on avait des échos que la Mauritanie voulait affronter le Sénégal en amical. Ça ne s'est pas concrétisé, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que cela prouve ce que tu viens de dire tout à l'heure par rapport à la valeur de la Mauritanie qui souhaite coûte que coûte affronter le Sénégal. Je pense que c'est pour se mesurer, pour voir réellement est-ce que la Mauritanie peut se mesurer au Sénégal. L'autre équipe, je pense que c'est la Guinée. La Guinée, tout le monde, même si au niveau des grandes catégories, le Sénégal bat souvent la Guinée. Maintenant, n'empêche, ce sera différent. Ce sera une canne, si jamais on arrive à les affronter, le Sénégal doit prendre ses adversaires au sérieux. Moi, je préfère même qu'on les évite. À mon avis, c'est mon avis. Je préfère qu'on les évite. Parce que ce sera pas, si jamais on les affronte, les joueurs peuvent se dire que donc on affronte la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée. Dans ce genre d'affiche, nos adversaires seront beaucoup plus motivés que nous, je pense. Même si c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est ça. Nos adversaires seront beaucoup plus motivés. S'ils se disent, on doit affronter le Sénégal en phase de poule, donc pourquoi pas
c'est un pays frontalier, c'est un derby, donc on ne va pas se laisser faire. Donc, et les joueurs prestigieux qu'il y a dans la sélection du Sénégal également. Effectivement. Avec la complicité de la régie, s'ils peuvent nous proposer un petit peu le tableau pour boucler cette partie-là, je vais vous demander à chacun d'entre vous le meilleur et le pire tirage pour les Lions du Sénégal. On va démarrer par Cheikh Oumar Aïdara avec le pot que nous propose la régie. Voilà, c'est sûr que là, on peut avoir le Sénégal par exemple, et là-bas peut-être prendre le Mali. Ici, c'est pour le pire ou le meilleur tirage? Bon, là je suis en train de parler du tirage le plus équilibré, qui sera le plus équilibré. Peut-être ici, pourquoi pas le Madagascar? Sénégal, Mali, Madagascar et Burundi. Burundi. Oui. D'accord. Le pire quand même, ce qui est à éviter, coûte que coûte, c'est le Sénégal avec le Maroc. On a peur des équipes maghrébines, il faut le dire. Et ici, de l'autre côté, peut-être le Bénin. Moi, personnellement, je ne veux pas avoir le Bénin. Oui. Le Bénin, c'est une équipe en reconstruction et puis c'est des joueurs très motivés. Et de l'autre côté, on a l'Angola, Burundi, Guinée-Bissau, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Donc, pour toi, le pire tirage serait le Sénégal, le Maroc, le Bénin et l'Afrique du Sud. Salif, on t'écoute pour voir le meilleur d'abord. Le meilleur tirage pour le Sénégal, je pense que ce serait Sénégal, moi je dirais... Guinée peut-être? La Guinée, pourquoi pas? Parce que au niveau des grandes catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Ça s'est toujours bien passé pour le Sénégal. Bien pour le Sénégal. Après, la Guinée, si on a toujours exactement. Le Madagascar, pourquoi pas? On les a déjà affrontés. C'est pas vraiment une faute de guerre. Après, comme quatrième équipe, pourquoi pas l'Ouganda? Et pour le pire tirage? Le pire tirage, Sénégal, Algérie. Algérie, c'est une grande nation. D'abord, d'habitude, les Algériens nous battent. On n'a pas de bons souvenirs face à eux. L'Algérie, il faudra aussi éviter, comment dirais-je, la Mauritanie. La Mauritanie. Voilà, c'est une nation, même si c'est sa première édition, exactement. Mais c'est une nation qui peut nous faire peur. Et dans le pot 3? Dans le pot 3, éviter l'Afrique du Sud. Même si, on les a éliminés, on les a privés sur la route de la Russie. Ça pourrait servir de revanche. Tout à fait. Voilà. Donc, on a compris, monsieur. Vous redoutez un petit peu, chacun d'entre vous, l'Afrique du Sud qui est dans le pot 3, une équipe maghrébine que redoute Cheikh Oumar, le Maroc. Et pour Salif, c'est surtout l'Algérie. Donc, les équipes maghrébines et l'Afrique du Sud à éviter. Donc, on l'a compris. On suivra ce tirage, ce sera vendredi du côté du Caire à partir de 18h GMT. On passe à un tout autre sujet, c'est toujours du football, mais on va parler un petit peu de l'épisode Moïse Kean. On parle de racisme dans le football italien, dans le football en général. Et j'aimerais vous faire intervenir un petit peu sur les derniers événements qu'on a vus. Outre les actes de racisme des supporters de Cagliari à l'envers de la pépite de la Juventus, qui a célébré devant le COP sans dénigrer, je pense, mais qui s'est fait conspuer avec des cris de singe. Ça, on a l'habitude de le voir. Mais là où j'aimerais vous faire intervenir, c'est surtout de voir un de ses coéquipiers trouver que Moïse Kean a été provocateur sur cette action-là. Comment vous jugez les propos de Leonardo Bonucci? Vous savez, cette problématique, je pense que j'en avais fait un dossier assez intéressant qui doit faire un diagnostic global de la situation en tant que telle. Parce que c'est une dimension sociologique qui est ancrée dans le sport en général. Et pour régler cette problématique, il faut aller à la source. Parce que ça a perduré dans le temps. C'est quelque chose qui a toujours existé. Exactement. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les acteurs du foot sont encore conscients de la situation ou bien est-ce qu'ils sont prêts pour régler la question une bonne fois pour toutes? Sont-ils prêts? Sont-ils prêts? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que je dirais qu'ils ont quand même vaincu
vaincu le hooliganisme dans le football. Effectivement. Ça veut dire que s'il y a la volonté, je pense que s'il y a réellement la volonté du côté des instances du football italien, ils se débarrasseraient de ce fléau. Mais les institutions offensantes, c'est eux. C'est-à-dire la source du problème. Pour régler un problème, il ne faut pas regarder de façon superficielle. Parce que les actes, il y a une source qui est à la base. Maintenant, pour les régler, il faut aller en profondeur. Il y a des questions qui sont liées à la discipline. Donc, en tout cas, dans tout ce qui est lié à la discipline tactique du football, à la discipline liée, par exemple, au comportement des joueurs, etc., c'est des choses que la fédération a réglementées de façon très efficace. Mais cette question du racisme, je pense, c'est pour quelque part affaiblir donc, les joueurs de couleur qui sont dans les clubs respectifs et qui brillent là-bas. Parce que quand on fait une analyse globale, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui sont performants, mais qui ont cette difficulté de pouvoir donc, occuper un rang social assez élevé, d'autant plus qu'on est en Italie et que tout le monde sait que c'est un pays quand même qui plus ou moins est toujours dans le racisme. Mais je pense que pour régler la question, il faut prendre des mesures coriaces, des mesures très efficaces. Les mesures sont là, il y a une possibilité de les prendre. Mais le problème, c'est quelles sont les instances qui seront habilitées à les prendre et est-ce que ces instances seront prêtes aussi à le faire. C'est un problème facile à régler. Il y a un acte raciste en cours de match, on arrête le match. Et que tous les joueurs doivent collaborer. Maintenant, dans les vestiaires, il y a une autre situation. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, peut-être, à un certain moment, ne vont pas se démontrer être racistes, mais en profondeur, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, pour cette question, je pense qu'il y a une communication qu'il faudra faire autour de ça et une sensibilisation. Et je pense qu'un joueur de football qui est avec son coéquipier, je trouve mal quand même qu'il puisse donc avoir ses propos. Même si le joueur était fautif, il faut quand même avoir une forme de couverture en attendant que les événements puissent passer. Salif, si on regarde bien, il y a des sanctions qui existent, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Là, on reste toujours dans le football italien. On parle par exemple de l'épisode Kalidou Koulibaly qui a également subi des insultes racistes. C'était face à l'Inter et qui a demandé à l'arbitre d'arrêter le match. L'arbitre y a-t-il une certaine complicité même des arbitres italiens qui ne se sentent pas vraiment choqués par ce qui se passe sur les pelouses italiennes? Je pense qu'il faudra aller droit au but, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il existe vraiment une complicité. Moi, j'ai suivi ce match-là, je me rappelle, l'arbitre a eu un comportement qui a étonné vraiment tout le monde. Je pense que si l'arbitre était sensible peut-être. Vraiment, s'il était sensible, il devait arrêter le match, comme l'a suggéré l'entraîneur Carlo Ancelotti. Je pense que c'est un éternel débat, une question qui revient chaque année. Il ne peut pas se passer une saison où on ne voit pas ça dans les terrains de football, sur les terrains de football. Maintenant, comme l'a suggéré, comme l'a demandé, l'a dit tout à l'heure Aïdara, il faudra que les instances qui gèrent le football agissent. Il faudra que ces instances-là prennent des mesures fortes et taper sur la table. Parce que on ne peut pas comprendre un joueur qui a une famille, sa famille est dans les tribunes, et puis qui aspire à faire une bonne saison et qui soit déstabilisé par des cris racistes. Je pense que c'est anormal. Et il faudra que la FIFA... Mais même si ce sera difficile... Même si la FIFA et l'UEFA quand même prennent pas mal de mesures à l'encontre de cela. C'est juste au niveau des fédérations nationales que ça Au niveau des fédérations nationales, c'est vrai, mais tout le monde sait que l'Italie, ce sera difficile pour que la fédération italienne prenne des décisions fortes ou bien sanctionne. Parce qu'au sein même des fédérations, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, mais c'est sûr qu'il y a des complices à l'intérieur parce que on n'entend jamais des sanctions, on entend rarement des sanctions à l'encontre des comment dire, voilà. Parfois, moi je me rappelle, si par exemple une équipe adverse fait ce genre de choses, le match suivant, on doit jouer le match à huis clos, mais on ne le voit pas en Italie. On le voit pas. Ça prouve donc que la fédération italienne a une part de responsabilité elle est vraiment complice sur cette affaire. Et puis pour en ajouter un point, j'avais même dans le dossier là suggéré une solution, parce que c'est une solution endogène qui est purement liée à la couleur elle-même. Parce que quand par exemple un joueur noir subit ces genres d'actions, moi je suis joueur noir, mais ils peuvent avoir un syndicat, que tous les joueurs de couleur boycottent les championnats européens. Je pense qu'ils ont quand même un syndicat globalement. Oui, c'est un syndicat. Je pense que ce syndicat, c'est un syndicat international. Mais il faut au moins que les joueurs de couleur puissent être solidaires. Mais dans les joueurs, en tout cas parmi eux, il y a des joueurs qui collaborent plutôt avec des... Ça pourrait quand même créer une stigmatisation si des joueurs
d'origine africaine seulement se syndicalisent. Il y a plein de choses en tout cas à dire. Oui, même s'il n'y a pas de syndicat, je pense que pour un fait bien déterminé, tous les joueurs de couleur, parce qu'on les cible, c'est pas des stigmatisés, mais ils sont déjà stigmatisés, ils sont ciblés. Donc quand, lors d'un match, on attaque un frère qui est de couleur, mais le week-end prochain, que tous les jours collaborent pour boycotter le week-end. Et à partir de ce moment, on se rendra compte que le championnat ne va pas marcher du tout. Ça, tout le monde le sait quand même. On va clore ce débat-là parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, en tout cas sur le racisme dans le football, avec l'épisode, le dernier en date. C'est Moïse Kean qui se fait complètement conspuer à Cagliari après avoir inscrit le deuxième but de la Juventus. On va vous présenter une autre discipline, qui s'appelle le Hapkido, une discipline d'origine coréenne qui s'installe progressivement au Sénégal. On va regarder cette discipline en vogue avec ce sujet-là. Le Hapkido, c'est un art martial coréen qui a été créé en 1946 par un grand maître qu'on appelle Choi Yong-sul. C'est un art martial d'origine coréenne, donc c'est créé au niveau de la Corée. Donc c'est amené au Sénégal par Maître Dame Sek en 2003. Sa particularité, c'est que ça associe aussi bien les techniques de pied, comme j'ai dit tout à l'heure, donc de poing, mais aussi de torsion au niveau des articulations. Donc c'est un art qui est très adapté par rapport à la self-défense. Donc c'est d'ailleurs ce qui est utilisé par les gardes rapprochés coréennes. Donc, et beaucoup de pays utilisent ça comme des techniques de garde rapprochée. Donc c'est très adapté pour la petite catégorie. Donc vous voyez ici, les enfants sont en train de faire une compétition. Donc c'est adapté aussi aux jeunes, donc parce qu'il y a une compétition Hapkido qu'on a initiée avec Maître Dame Sek. Mais aussi c'est adapté au troisième âge. Depuis 2003, on est en train de faire cette discipline-là au niveau du Sénégal. Et avec l'aide de Dieu, ici on est actuellement à une vingtaine de clubs donc au niveau de Dakar. Donc dans les régions aussi, on commence à faire connaître cette discipline-là, surtout à Saint-Louis, à Thiès, à Tivaouane, et à Sokone aussi. Les gens commencent à le connaître et par rapport aux critères dont je viens de vous parler, donc c'est adapté aux jeunes, donc c'est adapté aux filles, donc vous allez tout à l'heure voir la démonstration des filles, donc c'est adapté aussi aux jeunes, c'est adapté au troisième âge. Hein. Si on ne fait plus de compétition, donc on peut le faire. À la base, donc on faisait, tous ceux qui le faisaient avaient une ceinture noire de taekwondo déjà, donc c'était ça au début. Mais maintenant, donc c'est ouvert aux gens qui n'ont aucune initiation aux arts martiaux. Donc, qui commence par le Hapkido de la ceinture blanche à la ceinture noire. Et ça, au niveau de tous les âges. On a donc vu dans ce sujet le Hapkido, une discipline qui est en train de s'installer doucement mais sûrement dans l'univers des arts martiaux ici au Sénégal. On va boucler ce sport de messieurs par du triathlon. Je pense que Salif, tu as été à Louga le 4 avril dernier. C'était lors de la première journée du championnat national de triathlon qui s'est tenu à Louga. La ville de Louga a abrité la première journée du championnat national de triathlon ce 4 avril, une première journée qui s'est tenue tardivement du fait des manifestations de la fête d'indépendance de notre pays, mais qui n'a pas échappé aux favoris. Mamadou Ndoye Diop en messieurs et Anta Ndiaye chez les dames. Les tenants du titre ont confié leur satisfaction pour cette première journée à l'issue de l'épreuve. C'est un énorme plaisir de remporter encore cette compétition parce que c'est mes objectifs de la saison, remporter toutes les compétitions nationales, ensuite viser les internationales. Et ça a été un peu dur parce qu'il y avait une contre-vent. En plus, et on a commencé tard la compétition, donc on s'est réchauffé encore. Donc du coup, c'était
c'était pas facile avant de prendre le rythme. C'est la première fois que je fasse une compétition à cette heure-ci. Vraiment c'était bien quand même. Et c'était bien aussi d'organiser une compétition à ce jour si spécial pour nous les citoyens sénégalais parce que ça nous rappelle notre indépendance. Mon objectif c'est d'avoir un bon temps d'abord et ensuite de participer à plusieurs championnats d'Afrique, préparer les Jeux Olympiques pour triompher à la première marche du podium. Ce premier acte des 5 manches de la saison 2019 a suscité beaucoup d'engouement parmi les populations de la terre d'Albouri Ndiaye, ce qui a ravi le gouverneur de la région ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de triathlon, Boubacar Gaye. Nous avons tenu à être présents de bout en bout. Parce que quand même c'est un honneur pour nous d'abriter cette première journée pour une discipline qui est presque, qui n'est pas très bien connue parce que c'est une nouveauté ici au Sénégal et en réalité c'est une discipline olympique qui mérite d'être vulgarisée davantage. Aujourd'hui, on a un diathlon parce que la troisième partie qui est vraiment donc l'étape de la natation, on n'a pas pu la dérouler ici parce que la façade maritime se trouve ici vers Potou à 30 km de Louga. Mais néanmoins quand même on a assisté à une très belle fête, à une très bonne compétition. Nous sommes très satisfaits du déroulement de l'organisation de cette première journée et de son déroulement en général. Parce que la compétition est relevée pour toutes les catégories. Ensuite, les populations ont répondu présentes. Les autorités de Louga nous ont soutenus. Je pense qu'on ne demande que ça. C'est une discipline qui fait son chemin. Et je pense que donc, c'est vrai, ce qu'on regrette, c'est peut-être la fin tardive, parce qu'on a démarré un peu tard. C'est vrai, c'est parce qu'il y avait la fête de l'indépendance aujourd'hui. Il y a une question de logistique parce que c'est sur la même place. Mais tout compte fait, je pense que tout le monde est resté jusqu'à la fin de la compétition, comme vous avez dû constater, mais ça a posé des problèmes de sécurité. Heureusement que tout s'est bien passé, nous n'avons pas enregistré d'incidents. La première étape lougatoise de la saison a vu la hiérarchie respectée. Le 28 avril, au tour du village de Ngor d'accueillir toute la famille du triathlon pour la deuxième manche qui nous réserve pas mal de sensations fortes. Salut Gueye, je pense que vous étiez sur place à Louga le 4 avril dernier. Comment vous avez vécu cette première journée rapidement? D'abord, je dirais que c'était une journée qui a eu une réussite, parce que ce n'était pas évident d'organiser une compétition le jour même du 4 avril. Exactement. Voilà. C'est pour ça que ça s'est terminé un peu tard, vers 19h-20h. Tout à fait. Voilà. Mais ça a été une journée qui s'est bien passée dans l'ensemble. On s'attendait vraiment à une compétition relevée, ça a été le cas. Maintenant, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que la fédération a décidé de mettre en avant, de miser sur les jeunes. Normalement, il y avait des jeunes de moins de 17 ans, de moins de 20 ans. Je pense que cela prouve qu'on vise les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Ce qui m'a le plus marqué, c'était ça. N'empêche, pour les vainqueurs, parce que c'était prévisible. C'était prévisible. Anta Ndiaye chez les filles. Dans l'ensemble, c'était une journée vraiment que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et puis qui m'a plu. Maintenant, il faudra que les autorités fassent beaucoup plus d'efforts et apportent leur soutien à cette discipline. Surtout logistique. Surtout logistique, parce qu'on l'a souligné le président, il a dit tout à l'heure. Parce que c'est une discipline qui prend son chemin, son envol, petit à petit. Chaque fois, on voit qu'il y a des étrangers qui participent à cette compétition. Comme le jeudi passé, il y avait un Français qui est sorti deuxième. Je pense que cela prouve donc les gens suivent cette compétition qui mérite d'être beaucoup plus vulgarisée. Tout à fait. Cheikh Oumar Aïdara, on ne va pas trop vous interférer.
là-dessus. Mais on vous a inscrit pour l'étape du 28 avril à Ngor. C'est sûr que je vais arriver premier. Alors, de toute façon, c'est une discipline qu'il faudra régionaliser. Moi c'est ce que je veux dire. Parce que, bon, d'habitude, le sport au Sénégal, dans sa globalité, souffre quand même de cette forme de régionalisation. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer donc en tout cas d'amener au niveau des régions, d'autant plus que même le sport fait partie des compétences transférées. Donc pourquoi pas ne pas y impliquer les communes afin que tout le monde puisse se sentir là-dedans. En tout cas, le triathlon fait les efforts pour cette régionalisation dont vous parliez, parce que la première étape est à Louga, la deuxième sera à Ngor, la troisième sera à Mbour, la quatrième ici à Dakar, à Yoff, et la dernière sera à Ziguinchor, au Cap Skirring. Donc, juste pour souligner les efforts de la toute nouvelle fédération de triathlon, cette émission touche à sa fin. Merci, monsieur, d'avoir bien voulu partager votre expertise avec nos téléspectateurs. Merci Moussawa, merci mon confrère. Ça a été vraiment un plaisir, tout en souhaitant aux U17 qui doivent quitter en principe demain, je pense. Exactement. Oui, la compétition qui démarre dimanche 14. Dimanche, oui. Je pense qu'ils vont jouer lundi contre le Maroc. Merci Salif Gueye également, notre confrère d'IGFM. Oui, je pense que c'est moi qui vous remercie. Bon, c'est la première fois, c'est ma première fois ici à la RTS. Je vous remercie par rapport à ce choix. Et pour vous dire que je vous souhaite bonne suite et mes encouragements. Merci à vous. Puis donne un rendez-vous aux fans aux amateurs de foot, de sport, récemment avec la CAN U17. La CAN U17, et puis le mondial U20 aussi. Exactement, au mois de mai, en Pologne. Voilà. Bien des choses à nos U17 qui démarrent la compétition le 14 du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne à la même heure. Yeah,